Bonjour YouTube, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce cours du dimanche. Les cours du dimanche, c'est tous les dimanches à 14 heures sur ma chaîne, sur ma chaîne Twitch. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un cours très très spécial parce que c'est un métier qui me tient à cœur. C'est le métier que je fais actuellement hors le stream, hors la vidéo YouTube. Et c'est un métier qui est le développeur. Le développeur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va en parler tout de suite. On va savoir ce que c'est, que sont les tenants et les aboutissants de ce métier et pourquoi est-ce que ce métier est tellement important pour absolument tout actuellement, parce qu'on est quand même dans une ère de l'informatique qui nous impose un peu de connaître ce genre de choses si vous voulez vraiment avoir votre main à la pâte sur les prochaines nouveautés. Donc allons-y. Alors, développeur, qu'est-ce que c'est? Développeur, déjà, c'est le métier que personne n'entend vraiment parler. C'est le métier un peu dans l'ombre, le métier un peu meh. On sait ce que c'est, mais personne n'a vraiment envie de le faire parce que bon, ça reste un métier un peu ingrat, c'est un métier un peu dans l'ombre, c'est un métier qu'on ne connaît pas forcément, mais lorsque vous êtes un très très bon développeur, ça peut être vraiment vraiment très sympa parce que bah, principalement c'est vous qui faites tourner le monde en fait. Donc un développeur, qu'est-ce que c'est? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un développeur? Eh bien un développeur, à partir d'une idée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire les fonctionnalités d'un produit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, bah, en fait, on va vous donner on va vous demander des fonctionnalités à faire dans votre produit. Par exemple, imaginez dans le jeu vidéo, bah, on voudrait que si je fais un clic gauche, bah, ça tire une balle, bah, dans un FPS. Le fait dans un FPS, à chaque fois que vous cliquez sur le bouton, le clic gauche, eh bien, ça doit tirer une balle. Eh bien, ça, c'est une fonctionnalité que l'on va demander pour le produit. Eh bien, ça, c'est le développeur qui devra s'en occuper. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il s'occupe de fabriquer un logiciel à la demande du cahier des charges. Dans la même idée que de construire les fonctionnalités d'un produit, eh bien, on va lui donner un cahier des charges. Donc, si vous avez vu l'épisode précédent, c'est les game designers, tout ce qui est tout ce qui est directeur artistique, etc. Ils vont lui donner un cahier des charges pour lui dire, en fait, voilà comment va marcher ce produit. Ce produit, il va aller d'une fenêtre A à une fenêtre B, il va faire un clic gauche, bah, ça va faire ça, il va cliquer sur ce bouton, ça va faire ça, il va cliquer sur ce autre bouton, ça va faire ça, et bien ça c'est un cahier des charges, et ce cahier des charges, le développeur va le récupérer et il va va développer toutes les fonctionnalités nécessaires pour faire en sorte que ce logiciel soit fonctionnel. Ensuite, il va apporter ses connaissances sur la faisabilité, bah, c'est-à-dire que, bah, en fait, si un game designer ou un chef de projet ou quoi que ce soit, n'importe qui est au-dessus de vous, qui vous dit, alors moi ce que je voudrais, c'est un téléphone portable qui a une application qui fait des calculs mathématiques de malade, juste rien que que par la puissance du téléphone, et je veux que ce soit optimisé, je veux qu'en moins de 5 secondes, on puisse craquer un mot de passe sur n'importe quelle machine, sur n'importe quel coffre-fort de banque, et bien ça, je veux que ça se fasse. Le développeur, lui, est présent pour dire au chef de projet, au game designer, à qui que ce soit, Jojo, vas-y, calme-toi, parce que c'est pas possible de faire ça. On va juste se calmer un peu, on va voir quelles sont les fausses. Et là, on va peut-être faire un vrai cahier des charges pour accepter les revendications. Le développeur, c'est lui qui a les connaissances, c'est lui qui sait ce qu'il va faire, il sait comment il va faire, et c'est lui qui va devoir donc apporter ses connaissances pour dire si les applications et les fonctionnalités que demandent les chefs de projet sont réalisables ou non. Et donc après ça, la partie un peu, on va dire un peu bonus, facultatif, mais très importante, c'est l'optimisation du logiciel. Un logiciel qui n'est pas optimisé, c'est un logiciel qui ralentit au fil du temps. Et plus le temps passe, plus le logiciel a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans d'années de développement, eh bien, s'il n'est pas optimisé, le logiciel il va ramer sa mort. Il va ramer ses morts. Le gros souci avec beaucoup de logiciels, beaucoup de sites même les sites et les applications mobiles, le gros problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne sont pas optimisés. Qu'est-ce que c'est optimisé? Ça veut dire que, en fait, lorsqu'on voit plusieurs parties de code, lorsqu'on regarde le code, peut se poser des questions sur, eh bien, est-ce que le code fait le strict nécessaire pour faire la fonctionnalité qui était demandée? Par exemple, les idées les plus communes pour l'optimisation, c'est lorsque l'on regarde des boucles de données et que l'on se demande, alors est-ce que j'ai vraiment besoin de toutes les informations que j'ai récupérées depuis la base de données
Et grâce à cette requête, est-ce que j'ai vraiment que les informations nécessaires ou alors est-ce que je peux optimiser cette requête pour faire en sorte que bah, je n'ai pas besoin, je peux enlever les lignes qui ne me servent à rien. Ça, c'est de l'optimisation. C'est vraiment traiter le plus rapidement possible des fonctionnalités que l'on estime nécessaires en écartant toutes les parties qui ne servent à rien du tout et que l'on sait qu'ils ne servent à rien et qu'on peut enlever pour optimiser le logiciel. Et ça, c'est une chose très importante. Si vous savez optimiser votre logiciel, eh bien, vous serez déjà un très très bon développeur. Pas le développeur le plus parfait, mais un très très bon développeur déjà. Ensuite, suite à ça, bah, vous voyez déjà ce que c'est le code. Le code, c'est des lignes de texte. C'est du texte pur et dur. Et ces lignes de texte, vous donnez chacune d'entre elles, ligne par ligne. Chacune de ces lignes va donner une fonctionnalité. Cette fonctionnalité va être bah, justement une demande faite par le client pour pouvoir faire une fonction. Par exemple, imaginez dans l'idée le plus classique au monde, j'appuie sur un bouton, ça devrait m'ouvrir une fenêtre. Eh bien, la première ligne va vérifier est-ce que vous avez appuyé sur le bouton. La deuxième ligne va vérifier est-ce que vous avez le droit d'appuyer sur ce bouton. La troisième ligne va vérifier qu'est-ce que je dois faire. Bah, je dois ouvrir une fenêtre. Donc ça va ouvrir une fenêtre. Eh bien, chacune des lignes a sa propre fonctionnalité, chacune a chaque ligne a sa propre demande et va faire en sorte que bah, ce que vous avez demandé va être fait en temps et en heure pour l'outil que vous êtes en train de développer. Ensuite, il existe plusieurs types de code. Nous avons le code front. Le code front, c'est la partie visible du logiciel. C'est-à-dire, lorsque vous voulez donner une image à votre logiciel, un visuel à votre logiciel, vous dites que vous faites du front office. Front office, c'est donc vous donner un visuel de ce que vous faites. Par exemple, les images de Mirage, bon, j'ai repris les mêmes images que la dernière fois, donc c'est-à-dire les, euh, le visuel, donc est-ce que je dois mettre un bouton plutôt en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche, ça c'est le front office. C'est donc vous vous occupez de la partie IHM d'un logiciel. Il y a plusieurs types de front différents. Ça peut être, bah, pour le coup, ça peut être du visuel 3D, mais ça peut être également des fenêtres de paramètres. Par exemple, imaginez, bah, en fait, lorsque vous allez sur un site genre Facebook, bah, ça c'est du front. Ce que vous voyez, c'est du front. Et ça vous permet d'avoir un petit cadre en plein milieu pour vous dire, bon, voilà, quel est votre login, quel est votre mot de passe, appuyez sur loguer. Et bien, tout ça, c'est du front. Tout ce que vous voyez, absolument tout le visuel que vous avez, c'est du front. Et ensuite, il y a la partie inverse qui est un peu plus back office, mais qui est plus une particularité qui permet de lier les fronts ensemble. Entre guillemets, le front que vous avez, le visuel que vous avez, il a besoin d'un petit service qui se travaille en arrière-plan pour que, bah, en fait, ça fasse quelque chose. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle du back office. C'est tout ce que vous ne voyez pas, tout le travail, tout le traitement, tout le métier qui se passe derrière votre écran. Eh bien, ça, c'est du back office et ça permet, entre guillemets, de faire lier tous les aimants entre eux. Par exemple, lorsque vous voyez deux fenêtres front devant vous, eh bien, lorsque vous cliquez sur un pour afficher l'autre, il y a un travail en arrière qui s'est déroulé, qui a fait en sorte que bah, l'application travaille bien comme ça. Et ça, c'est donc du back office. Et c'est un peu de la liaison, c'est un peu une architecture. Et vous, dans cette architecture, la seule chose que vous voyez, eh bien, c'est l'extérieur. Mais à l'intérieur, il y a énormément de travail qui se passe à l'intérieur. Dans les guillemets, le back-office, ce sera surtout cette partie-là où il y aura une question d'une certaine optimisation. Si vous n'avez pas la possibilité d'optimiser le back-office et que l'on voit que votre code est un peu dégueulasse, un peu vraiment brut, moche, fait à la va-vite, eh bien ça va se ressentir sur le front office qui lui va charger une page, mais ça va mettre 3 heures pour la charger parce que le code ne sera pas optimisé et donc l'utilisateur va juste se faire chier à attendre que le logiciel se lance alors qu'il a juste à cliquer sur un bouton. Pour les utilisateurs, même si, bon, pour le coup, les utilisateurs généralement ne connaissent rien en code, bah, vont seulement se dire, bah, j'ai juste cliqué sur un bouton, comment ça se fait que ça ne speed pas et que ça n'ouvre pas ma fenêtre?
Alors qu'à côté, ça le fait très très bien. Eh bien, ceux qui ne savent pas, c'est qu'il y a un gros travail en arrière-plan qui se déroule, qui fait des calculs mathématiques, qui peut faire un déroulement de processus immense, alors que lui, il a juste cliqué sur un bouton, et il s'attend juste que tout marche bien. Alors que malheureusement, le développement, c'est très très touchy, c'est très très difficile. C'est ça qui oblige un peu les utilisateurs, les développeurs à optimiser leur code. Et pour cela, quelles sont les qualités d'optimisation? Eh bien déjà, en premier lieu, un peu de créativité. Lorsque vous voyez un code, lorsque vous avez un processus à coder de A à Z, vous devez créer dans votre tête quel est le cheminement le plus optimisé pour pouvoir mener cette route du point A au point B. Si vous utilisez ce qui est déjà utilisé sur Internet, eh bien, c'est des choses un peu généralistes, un peu du utilisation de tous les cas possibles et inimaginables, et pas seulement sur votre code. Si vous faites un truc spécialisé pour votre code, vous devrez vous-même être créatif et créer, imaginer, mettre sur papier, possiblement, c'est vraiment l'un des conseils que je vous donnerai de mettre sur papier pour vous faire un schéma pour essayer de comprendre ce que vous avez fait, ce que vous allez faire et mettre de l'ordre dans vos idées. Comme ça vous permet vraiment de gérer un peu votre code et de voir que vous n'êtes pas trop perdu. Il y a des moments où, par exemple, votre code va durer 3 semaines pour le coder. Eh bien, ce que vous avez pensé à la troisième semaine et ce que vous aviez pensé au premier jour, eh bien, il peut y avoir des très très gros changements. Et parfois, c'est bien de revoir un peu votre schéma pour dire bah, pourquoi est-ce que j'ai pensé à ça, comment j'ai pu penser à ça comme ça. Est-ce que j'avais à l'époque avoir eu une idée un peu de génie, mais que je ne me rappelle pas tout de suite mais qu'il faut que je me replonge dessus pour voir si j'ai bien réfléchi à cette idée, et bien ça, un schéma, ça peut être ultra important. Et donc, également, soyez créatif, soyez un peu visionnaire, essayez d'avoir un œil plus objectif, plus éloigné que ce qui est juste présent dans votre cadre de développement. Voyez plus large, voyez plus haut, et ça vous permettra d'être un peu plus optimisé. Pour la suite, l'optimisation du code, c'est bête à dire, mais juste pensez à l'optimiser. C'est une bonne chose de se dire, bah, ok, on va optimiser, bah alors optimisons, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, juste pensez-y, pensez à l'optimisation, pensez à lorsque vous codez, lorsque vous êtes en train de coder, lorsque votre logiciel n'est pas encore totalement codé, vous dites-vous, est-ce que c'est optimisé de faire ça comme ça? Est-ce que posez-vous 5 minutes, même pas plus de 5 minutes quand même, 1 heure, 2 heures devant votre PC dites-vous, ok, alors je vais faire une boucle comme ça. Je vais faire une double boucle. Est-ce que c'est vraiment optimisé de faire une double boucle? Est-ce qu'il y a moyen de faire différemment pour faire en sorte que ça marche tout aussi bien, mais en utilisant moins d'itérations de boucle? Eh bien, juste en réfléchissant, juste en se disant, ok, est-ce que j'ai vraiment vu la méthode la plus optimisée pour faire ça? Parfois, je dis pas tout le temps, c'est pas tout le temps vrai, c'est pas tout le temps, ça marche pas tout le temps, mais généralement, dans la majorité des cas, vous vous direz, vous aurez une idée de génie en vous disant, ah mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça? Pourquoi est-ce que je ferais ça? Pourquoi est-ce que j'irais jusque-là? Et là, vous optimisez petit à petit. Et cette petite optimisation, même si elle a l'air minime, faible, in- incomprise ou quoi que ce soit, cette petite optimisation, au fil des années, elle va être très rentable. Donc, même si vous pensez que oh, ça sert à rien d'optimiser ça comme ça, enfin, je vois comment optimiser ça comme ça, mais bah, ça me sert à rien, ça me gagne 1 seconde. Même ces 1 seconde sont très importantes. Elles peuvent être très importantes. Donc, pensez à optimiser, pensez à prendre du recul, à vous reposer, à vous laisser réfléchir pour optimiser votre code et faire en sorte que bah, ce soit le mieux possible. Ensuite, d'autres qualités, eh bien, les premiers tests. Alors ça, on vous le dira jamais assez, un développeur doit tester son code. Comment tester son code? Déjà, faire des tests unitaires. Qu'est-ce qu'un test unitaire? Qu'est-ce qu'un test technique, entre guillemets? Un test unitaire, c'est de utiliser soit un logiciel, soit la mano. Les tests peuvent être faits manuellement. Bon, le seul défaut du test manuel, c'est que bah, c'est fait par l'humain, et donc ça prend beaucoup de temps. Et donc il y a des tests qui peuvent passer à la trappe, il y a des tests qui sont un peu plus
plus touchy et donc plus difficile à mettre en place. Et donc généralement l'utilisateur, enfin le développeur va avoir la flemme de le faire. Mais les tests sont très importants à faire. C'est ce qui va voir que vous êtes un vrai développeur, ce qui va voir que vous avez vraiment envie de mettre la main à la pâte et qui va vraiment vous faire avancer dans ce métier de développement. Faites des tests fonctionnels, techniques pour voir si votre code marche bien, euh, si vous faites pas des Stack Overflow, donc si vous n'êtes pas développeur, bon, vous comprenez sûrement pas, mais pour tous ceux qui sont développeurs, faites plein de tests pour voir si vous ne faites pas des Stack Overflow, donc déplacement de capacité, si vous ne faites pas des, des boucles infinies. Alors ça, c'est le cas l'un des cas qui arrive très très souvent, mais que peu de développeurs pensent, enfin, ça commence à avoir de moins en moins de boucles infinies, mais il arrive toujours qu'il en arrive et que l'on ne voit pas ça arriver, que l'on ne voit pas la boucle arriver. Mais faites des tests, testez votre code, testez tout. Et ensuite aussi, également, faites des tests fonctionnels pour pouvoir voir si le processus n'a pas changé, si vous n'avez pas cassé votre logiciel qui était à la base très très bien, qui marchait bien à la base, et que rien qu'avec la partie de votre code, vous avez un peu cassé le processus. Faites des tests, c'est la chose la plus primordiale que vous demande de faire. C'est chiant. C'est moi-même, je vous le dis, c'est très très chiant, c'est vraiment très très long. Et bon, au final, vous faites souvent 15 fois la même chose, mais faites-les, c'est très important. Moi aussi, je me force à les faire parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre de vous dire, bah, je suis un bon développeur, mon code ne bug pas, et lorsque ça se lancera dans la production, eh bien, il n'y a pas de retour négatif de votre part sur ce que vous avez fait. Et donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, un bon développeur, c'est celui qui va en corrélation avec la qualité du testeur, c'est de moins il y a de bugs, plus c'est important d'être, plus c'est un bon développeur. Moins il a de bugs, plus son code est bien construit et bien réfléchi et il a pensé à toutes les éventualités. Et ça, c'est l'une des choses qu'il faut faire très attention, c'est de penser à toutes les éventualités. Lorsque vous faites une boucle, pensez à la première itération, pensez à la énième itération, pensez à la dernière itération. Est-ce que ces 3 points sont bons? Est-ce que ces 3 points sont corrects, sont bien gérés et gèrent tous les cas possibles? Et plus vous aurez pensé à tout ça, moins vous aurez de bugs et plus vous serez un bon développeur. Et pour finir, eh bien, soyez un bon rédacteur. On vous dit pas de rédiger un énorme texte, mais on vous demandera souvent, très très souvent, de créer des spécifications techniques. C'est exactement la même chose que le cahier des charges ou les spécifications fonctionnelles, sauf que là, vous devrez expliquer votre code, par quel chemin votre processus va se dérouler. Donc, c'est-à-dire, est-ce que ça va appeler quelle classe, est-ce que ça va appeler telle classe, est-ce que ça va appeler telle fenêtre, est-ce que ça va appeler telle fonctionnalité, telle méthode, etc. etc. Tout ça sera rédigé dans une spécification technique et que vous devrez sûrement présenter, peut-être oui ou non, à d'autres personnes qui vont peut-être reprendre le flambeau de votre code et donc pouvoir potentiellement réécrire sur votre code. Et cette spécification technique va leur aider à mieux comprendre ce que vous avez fait dans votre code. Par exemple, si vous faites un tri spécial pour votre code, et bien la spécification technique va expliquer pourquoi vous faites ce tri-là, comment vous avez fait, qu'est-ce pour chacun des variables, à quoi elle sert, et donc faire en sorte que lorsque l'on va réutiliser votre code, lorsque l'on va réécrire votre code, lorsque l'on va changer un peu votre code, eh bien la spécification technique va permettre à ce que l'on comprenne bien ce que vous avez voulu dire dans votre code. Dans la spécification technique, il y a plusieurs informations à mettre dans votre texte. C'est pas euh, obligatoire d'avoir toutes ces informations, mais c'est principalement les informations qui sont généralement les plus demandées. Donc, dans les premiers lieux, les méthodes. Quelles sont les méthodes que vous avez créées? Quelles sont les fonctionnalités que vous avez créées? Expliquer ce que fait le code. Explication des algorithmes et des nouveaux éléments que vous allez rajouter dans votre code. Tout cela, tout ce que vous allez faire pour un nouveau changement de processus, vous devrez l'expliquer dans les spécifications techniques.
Et ça marche partout. Tous les développeurs devront faire ça, que ce soit pour les entreprises, pour les jeux vidéo, pour les, pour n'importe quel domaine, voire même les sites web, dans n'importe quel domaine, vous devrez faire ça pour expliquer pourquoi vous faites ça et pour avoir une trace écrite de ce que vous faites. Et comme d'habitude, les spécifications techniques sont un cahier qui ressemble au cahier des charges, aux spécifications fonctionnelles, à n'importe quoi. Tout est sommarisé, tout est détaillé, tout est organisé pour faire en sorte que tout soit lisible et compréhensible. À savoir également que si vous, quand vous faites également des spécifications techniques dans votre code, pensez également à faire des commentaires. Commentez tout votre code pour que les prochains développeurs qui voudront revenir, ou voire même vous-même, si vous relisez un code d'il y a 3 4 ans, croyez-moi que ça vous aidera de mettre des commentaires dans votre code. Pour finir, si vous avez aimé ce petit cours sur le développement informatique, eh bien, je vous conseille d'aller voir tous les visualisations de front office, back office. Donc ça, c'est ce que je vous avais expliqué juste avant. Pour le front office, c'est tout ce qui est visuel. Le back office, c'est tout ce qui est travail en arrière-plan. Et si vous avez l'idée de vouloir développer dans un des langages, eh bien, les langages que moi je vous conseillerais, c'est le C, C++, le C Sharp, le Java, le Python, le SQL. C'est des langages qui sont très utilisés et qui souvent euh, touchent, on va dire, 70%, 80% des logiciels qui sont actuellement utilisés. Moi personnellement, mon langage de cœur, c'est C++, C Sharp. Mais c'est très difficile. Les logiciels entreprise, ce sera plutôt du Java. Le SQL, c'est que de la base de données. Donc ça, si vous faites de la base de données, c'est obligatoirement SQL ou MongoDB, mais ça c'est moins visible. SQL, c'est vraiment euh, le, le code base de données qui vous sera le plus demandé, qui sera très très souvent demandé. Donc si vous faites de la base de données, bah, prenez ça. Et même en vrai, si vous faites du développement d'entreprise, vous aurez forcément obligation de toucher à la base de données, donc apprenez le SQL. Et pour le reste, Python, c'est un langage qui est très très récent, qui est très très facile et qui peut faire beaucoup de choses, mais pour des petits scripts. Vraiment du mini scripting, même s'il peut faire beaucoup de choses bien sûr, mais ça reste quand même du mini scripting. Le Java, c'est vraiment fait pour des logiciels d'entreprise. Et le C++, C Sharp, c'est plutôt pour les logiciels un peu plus mathématiques. Par exemple, les jeux vidéo, le développement de jeux vidéo se fait principalement en C++, C Sharp. Les deux moteurs de jeu qui sont les plus utilisés, donc Unreal Engine et Unity, eh bien Unreal Engine utilise du C++ et du Blueprint, mais ça c'est très spécialisé de Unreal Engine, et Unity 3D utilise du C Sharp. Donc si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, ce serait C++ C Sharp. Et ensuite, bon bah voilà, comme je vous disais également tout à l'heure, le test unitaire, chose très importante pour tester votre code, pour savoir s'il marche bien et qu'il n'y a pas de bug, et le système de debug. Donc ça, c'est principalement dans les logiciels de développement qui vous permet de faire du test, mais pas à pas. Donc c'est-à-dire ligne par ligne de code, pour voir où est-ce que vous avez mal fait votre code. Bon, ça c'est vraiment du très spécifique dans le développement informatique. Donc si ça vous a intéressé, bah, n'hésitez pas à voir plus en détail le développement informatique. Et moi personnellement, c'est vraiment un métier qui me touche à cœur parce que j'aime beaucoup l'informatique, j'aime beaucoup le développement informatique. Je trouve que je peux faire énormément de choses et franchement, les possibilités sont infinies en tant que développeur. Et sans nous, en fait, l'informatique n'aurait rien pour lui en fait. S'il n'y avait pas eu de développeurs, il n'y aurait mais jamais eu Internet, il n'y aurait jamais eu de réseaux sociaux, il n'y aurait jamais eu quoi que ce soit d'Internet. Donc vraiment, les développeurs, c'est la base, la fondation, la, la première pierre à l'édifice de tout logiciel, même si ça reste un métier qui reste un peu dans l'ombre. Mais croyez-moi que c'est très important. En tout cas, j'espère que vous avez, j'espère que vous avez aimé ce petit épisode des cours du dimanche et sur les développeurs. Et vraiment, pour le coup, si vous êtes intéressé, bah, n'hésitez pas à poser des questions ou à faire des remarques ou quoi que ce soit. Parlez-moi de ce que vous faites en tant que développeur, de ce que vous aimeriez faire en tant que développeur, ou si vous avez juste des questions sur le développement informatique. Et je n'hésiterai pas à répondre. Je veux vous informer sur
tenants et les aboutissants du métier de développeur. Et n'hésitez pas à me poser des questions, à savoir si vous avez des informations, si vous avez possibilité de, si vous avez tout simplement des questions à tout cela. Quoi que ça, mesdames et messieurs sur YouTube, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me dire ce que vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, je répondrai à quasiment toutes vos questions. Et en tout cas, on se retrouve pour le prochain épisode des cours du dimanche, la semaine prochaine, dimanche 14h. A plus!